Nouvelle petite fabrique avec, pour co-présenter Étienne Périchard. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors la thématique du jour? Eh bien aujourd'hui nous parlons de patrimoine du quotidien, le petit patrimoine. Et on va découvrir une belle église. Oui, à Thoigné. Avec son maire notamment, Dany Leroux. Et notre invité est un architecte un peu exceptionnel. Oui, l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. En l'occurrence Nicolas Gauthier, que vous connaissez probablement déjà. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Comme d'habitude, on démarre avec Émilie Rodriguez, bonjour. Bonjour Pascal. Chargée de pédagogie au CAUE. On parle de l'actu passée, c'est Courses des Jardins. Vous y étiez? Ah oui, alors fort succès sur cet événement. Qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, on a dispensé donc, tous nos conseils en matière de paysage. Donc les particuliers venaient nous rencontrer pour avoir des conseils sur cette thématique. Bon, très bien. Qu'avez-vous prévu pour le mois de novembre? Alors, deux ateliers. Parce que je crois que vous avez plein de... Oui, tout à fait. Donc, deux ateliers pratiques. Donc, le premier sur donc le thème des badigeons. Avec Bernard Les Bons Tuyaux. Et oui, on retrouve Bernard pour 3 heures en fait, de démonstration, de mélange, d'astuces, de mise en œuvre de la technique de cette peinture à la chaux. Peinture écologique et en plus économique. Très économique, effectivement. Bon, ça se passe quand? Le 7 novembre à 14 h au CAUE de la Sarthe. C'est un vendredi? Oui. Bon, ça c'est pour les gens qui ont des RTT le vendredi après-midi, c'est idéal. Bon. Deuxième, le thème du paysage. Voilà, donc c'est concevoir son jardin. Donc c'est vraiment démarrer de la conception, donc c'est de la lecture du jardin, lecture du paysage. La lecture du jardin, il va falloir apprendre. Voilà, mais aussi travail sur les limites, des conseils, plein de choses, et ça va jusqu'à même donc l'entretien de son jardin. C'est tout un art. L'art effectivement, des jardins, dispensé par notre architecte paysagiste au CAUE le 21 novembre à 14 h 30. Un vendredi encore? Effectivement. Évidemment. Bon, n'oubliez pas de vous inscrire, parce qu'il faut s'inscrire. Hein. Quand oui, c'est plein, sur inscription au CAUE, tout à fait. Très bien. Merci Émilie. Merci Pascal. À bientôt. Beaucoup d'invités. Aujourd'hui, on vous présente les deux premiers. Dany Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Thoigné. Oui. Grande ville du Nord-Sarthe. Nord-Sarthe, oui. Canton de Marolles-les-Braaux. Grande ville, combien d'habitants? 170 habitants. 170 habitants, et vous êtes maire depuis déjà un petit bout de temps. Depuis 2001. Très bien. À vos côtés, Didier Lehenaf, bonjour. Bonjour. Chargé du patrimoine immobilier au CAUE. Didier qui a suivi particulièrement un joli dossier, on peut le dire. Hein. C'est vrai, c'était un dossier passionnant. En l'occurrence, la réhabilitation, la rénovation, comme on dit, de l'église de Thoigné. La restauration, la toiture avec une partie de maçonnerie sur l'église de Thoigné. Alors une église comme tant d'autres, petite église, qui a une belle histoire, elle date de quand? Une partie 12e siècle et l'autre partie avec une extension au 15e siècle. Bon, cette église, elle a des particularités à l'origine? On peut parler de son chevet par exemple, qui est plat. Voilà. Chevet plat, ça veut dire que le fond de l'église, pour faire simple, qui est derrière le chœur... Le chœur n'est pas arrondi. Il n'est pas arrondi. Hein, il est ça plat, voilà. Et elle a conservé son caquetoire. Alors son caquetoire, c'est intéressant, c'est quoi? C'est-à-dire, c'était un endroit où les élus de la paroisse se réunissaient pour caqueter. caqueter. Alors, est-ce que c'est péjoratif? Je ne sais pas. C'est l'arbre à palabre voilà. des églises. Tout à fait. En quelque sorte. Très bien. Et donc, évidemment, il fallait le restaurer, puisque le caquetoire a un toit aussi. Un toit aussi. Un toit aussi, oui. Bon, vous avez fait des choix architecturaux un peu originaux, quand même. À l'origine, le clocher n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. Non, le clocher qu'il y avait juste avant était un clocher à 4 pentes en ardoise. Hein, et suite à des photographies qui ont été prises au fin 19e siècle, début du 20e. Que vous avez retrouvé? Qu'on a retrouvé, c'était des photos qui étaient sur verre. Hein, et c'était un clocher qui avait 8 pans. Hein, et à l'origine, ça devait être peut-être un clocher en ardoise, mais on n'était pas sûr. Mais ensuite, en harmonie avec qu'on a fait la restauration de le reste de l'église au niveau charpente, tuile, on a associé du bardeau de châtaignier. C'est original ça, un clocher en bardeau de châtaignier, on en trouve beaucoup? Oui, ça se faisait. Et l'intérêt, c'est que c'est plus léger, dans la mesure où on recomposait le clocher par rapport à un état connu photographié au début du 19e, au début du 20e siècle, ou fin 19e, je ne sais pas. Fin 19e. Fin 19e siècle.
Et la particularité, c'est qu'à travers l'intervention de la Fondation du patrimoine, on a rencontré Nicolas Cotier, qui nous a fait des suggestions complémentaires, à savoir le traitement du cadran de l'horloge. Ah oui, alors là, du coup, c'est très original. Donc, Ce sont des planches. Ce sont des planches avec, en réalité, comme on n'était pas dans une commune extraordinairement riche, on a retravaillé le cadran squelette qu'il y avait, qui a été repositionné dessus. Positionné, ouais. Et de façon, tout ça a été retraité de manière à ce que ce soit agréable à l'œil. Merci Nicolas Gauthier, on le verra tout à l'heure, puisque c'est notre invité, vous le savez, aujourd'hui, portrait d'architecte. Peut-être que l'on peut préciser que le bardeau de châtaignier, il s'agit de petites pièces de bois plates qui en fait sont utilisées comme couverture, c'est-à-dire à la place des tuiles. Voilà, ça ne se perçoit pas forcément lorsque l'on est piéton en bas. Et voilà, il s'agit de changer le matériau de la couverture. Et la particularité, ce sont des bardeaux de châtaignier qui ont été fabriqués en Sarthe, dans le sud de la Sarthe. Et ils sont tous taillés manuellement, un à un, à la main. Et alors, ça oblige à mettre des gouttières? Alors, gouttière qui n'existe pas. Gouttière qui n'existe pas lorsqu'on a affaire à de l'ardoise, mais là, effectivement, ça représente un inconvénient passager. Oui, l'astuce, c'était qu'on s'est aperçu depuis très longtemps que le châtaignier avait du tanin. Et si on n'avait pas posé ces gouttières en plastique, le tanin aurait dégouliné sur les murs, aurait sali les enduits, mais il l'aurait sali pour un certain durablement. temps. Durablement. Donc ça a été un peu la révolution dans le village, non? Ouais, on se disait, la commune n'a plus d'argent pour finir leur toiture, ils mettent des gouttières en PVC. et combien de temps elles sont restées, les gouttières? Parce qu'elles ont été enlevées le jour où on a filmé, d'ailleurs. Ils sont restés 8 mois. 8 mois, ouais, donc c'est pas très long. Non, mais c'était moins long que le chantier, non? Mais on s'est quand même aperçu que depuis, les endroits qui étaient protégés ont bien rendu encore du tanin, au passage de la gouttière. Donc c'était un bon choix. 2 mots sur l'environnement, c'est mignon autour de l'église là. Oui. J'imagine qu'il y avait un cimetière à l'origine. Le cimetière était autour de l'église qui a été transféré à l'extérieur et un aménagement a été fait à l'issue autour de cette église. Alors donc, vous avez fait la réflexion de la charpente, on l'a bien compris. 3 mots de l'intérieur quand même, on a quelques images. Évidemment, ce qui m'a choqué, moi, en voyant l'intérieur de cette église, c'est 2 drapeaux bleu, blanc, rouge, donc la République à l'intérieur de l'église. C'est-à-dire qu'on a une particularité à Thoigné, c'est qu'on n'a pas de monument extérieur. De monument aux morts? De monument mort extérieur, il est à l'intérieur de l'église. Bon. C'est rare, mais c'est comme ça. Rare aussi probablement cette terre cuite là. C'est-à-dire qu'on a des retables, on a trois magnifiques retables qui sont fin XVIIe, début XVIIIe siècle, qui sont homogènes. Et puis donc la présentation de Jésus au temple. Jésus au temple, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'original? Je crois tout, il faut venir le voir. Oui, il faut passer à Thoigné. D'accord, c'est une bonne idée. Vous organisez des grandes fêtes C'est-à-dire que le 20 septembre, il y aura une inauguration de la restauration de l'église. Bon. Alors ça sera passé puisque l'émission passe après. Ouais. On enregistre effectivement avant. Lors de la journée des patrimoines. Très bien. Pour terminer, 2 mots sur le budget, parce qu'une toute petite commune peut se permettre ce genre de restauration. Ça a coûté combien? Le coût, 130 500 €. Mais on a eu des aides extérieures. Dont la Fondation du patrimoine, vous l'avez évoqué. Donc la Fondation du patrimoine qui, à travers également dans la Fondation du patrimoine, qui a aidé, mais également les gens qui ont apporté des dons à travers cette Fondation du patrimoine qui était très important, où là, il fallait récupérer une certaine somme d'argent pour pouvoir avoir un surplus, une aide supplémentaire de la Fondation du patrimoine. Bon. Et ce sont des dons qui sont directement affectés à ce projet. On ne donne pas à la Fondation générale, mais pour un projet via la Fondation. Et ça, c'est une chose très importante. Vous avez raison de le préciser, ça donnera peut-être quelques idées à d'autres maires dans notre commune de la Sarthe. Une autre association qui nous a donné aussi une subvention pas négligeable, qui est la sauvegarde de l'art français, une association privée qui nous a aussi aidés. Bravo. Avec le conseil général, et on a eu une réserve parlementaire. Bravo, monsieur le maire. Voilà. Et puis merci pour le patrimoine sartois d'une manière générale. Merci à tous les deux d'être venus. Dans un instant, petite balade architecturale avec un cadran solaire très original. La petite balade architecturale du jour nous amène du côté de l'EPO avec Nicolas Gauthier, architecte du bâtiment de France, bonjour. Bonjour. Et Aneta Palanca-Cohen du CAUE. Alors vous vouliez nous faire découvrir un objet étonnant, c'est un cadran solaire de jardin. C'est quoi un cadran solaire de jardin, Nicolas Gauthier? Un cadran solaire de jardin, c'est un instrument indispensable à la promenade dans le jardin, parce que la promenade dans le jardin,
est une promenade longue, puisqu'il n'y a pas d'abord de montre aussi portable qu'on en a aujourd'hui, donc il faut savoir une fois de temps en temps l'heure. Deuxièmement, il faut savoir aussi faire montre de la virtuosité des artisans que l'on emploie, et donc lorsqu'on est un grand seigneur, on emploie un cadranier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un cadran solaire, de talent et qui va faire preuve d'une virtuosité extraordinaire. On le connaît, le sculpteur de celui-ci, à l'état? Donc en fait, c'était un objet tout à fait exceptionnel. C'est vrai, ce serait bien si dans tous les jardins, on pouvait avoir ces genres de montres. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'en France, on a trouvé jusqu'à 3 objets de ce type. D'où vient-il celui-là? Donc celui-là vient du château de la Gouarie à Trangé, donc pas loin du Mans. Et c'était un cadran en forme de stèle qui a été construit dans la première moitié du XVIIe siècle, donc par un moine en pierre de calcaire de Bernay, polychromé. Donc c'était un objet exceptionnel, vraiment, voilà, avec les peintures murales en quelque sorte, donc qui couvrent ces cadrans, et ça, qui les quoi, décorent. le croissant, là? Ça c'est un des cadrans parce qu'il y en a jusqu'à une trentaine, 28, même 32 peut-être, des cadrans sur 4 faces de ces cadrans solaires. Donc les plus bien sûr côté sud, parce que le soleil est le plus présent de ces côtés-là. Donc il y en a jusqu'à 17, et sur les autres côtés au nord on en a 5, et à est et ouest 3. Bon, il y a quelques explications avec juste devant qui vous permettront de comprendre, mais il y a aussi le cadran solaire classique, Nicolas Gauthier. Qui est un cadran solaire méridional, comme beaucoup de cadrans solaires sur les façades de maisons, mais on a effectivement, comme disait Anita tout à l'heure, sur les façades des cadrans solaires occidentaux, orientaux, ou voire même septentrionaux, qui épousent des formes différentes. Bon. Il y en a un très très bien qui vient de se restituer à l'église de la Couture. Très bien, merci pour l'information et merci pour cette balade. On retrouve Jean-Jacques Morvan avec un thème qui va intéresser, j'imagine, beaucoup de téléspectateurs, c'est la Côte d'Amour des vieilles demeures. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pascal. Alors là, on va parler des vieilles demeures plutôt modestes. Hein. Oui, absolument, parce qu'on imagine que les demeures dites de prestige ont déjà pas mal de monde qui s'en occupe, donc on parle effectivement de l'habitat populaire ancien. Dénominateur commun entre les belles bâtisses et les plus modestes, une passion. Bien sûr, c'est l'amour des vieilles pierres certainement, et on peut imaginer le premier critère de choix, c'est le coup de cœur. C'est quand on se promène, on voit ce patrimoine de qualité, donc l'architecture entre en jeu, les matériaux bien sûr qui réverbèrent des vibrations que l'on ressent, et l'environnement. Et l'environnement, bien sûr, les jardins qui ont des arbres matures, des arbres fruitiers pour beaucoup, qui attirent, on s'y voit déjà vivre. Bon, en général, les vieilles demeures, on y a un sentiment de sécurité, non? Oui, qui est véhiculé par le fait que ce sont des lieux déjà habités, qui ont déjà été habités, donc ça rassure en fait, parce qu'il y a déjà une histoire du lieu. Et souvent les gens d'ailleurs qui font ce type de démarche font des recherches sur l'origine de l'occupation des lieux, et même pour les petites maisons, pour les fermes, ça rappelle, ça renvoie en fait à une chaîne humaine. Alors quand elles ont dépassé l'épreuve du temps, c'est qu'elles ont été bien conçues, bien orientées? Oui, bien sûr, l'aspect bioclimatique rentrait en jeu. Ce sont des critères qui sont ô combien modernes à l'heure actuelle quand on décide de construire, et elles sont induites de toute façon automatiquement, même dans les architectures de rue, pour les villes. Bon, bonne base pour des projets contemporains? Oui, bien sûr, parce que la simplicité de ces architectures permet des évolutions, permet de casser les cloisons, de vivre, de moduler l'espace pour répondre à la vie contemporaine. Et nous avons des matériaux que les anciens n'avaient pas, ou en tout cas pas de la même façon. Le verre permet par exemple des audaces en architecture, et la technique de mise en œuvre aussi a évolué. Et vous êtes pour l'audace à condition de respecter l'origine? Ah mais bien sûr. L'idée de défendre les vieilles demeures, c'est pas de demander de vivre comme dans l'ancien temps. Merci Jean-Jacques, et bravo, c'était votre dernière chronique. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir éclairé de vos analyses et de vos connaissances. Merci. Portrait d'architecte avec un grand A aujourd'hui, parce que c'est l'architecte du département en quelque sorte, Nicolas Gauthier. C'est ça, vous êtes l'architecte suprême, quoi. Suprême, peut-être le terme était un peu excessif, mais enfin, c'est assez juste. Architecte des bâtiments de France, c'est-à-dire que vous dirigez le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Sarthe. Exactement, un service de 9 personnes. Bon, ça veut dire que votre parcours est composé d'une partie architecture et d'une partie connaissance du patrimoine? Absolument. La partie architecture s'est développée à Nantes
et c'est sanctionné par un diplôme d'architecte, puis école de Chaillot à Paris, puis concours d'architecte des bâtiments de France en 87, nommé en 88 où j'ai eu la chance de pouvoir choisir le poste qui me convenait. J'ai choisi le poste de chef du service départemental d'architecture de la Meuse, à Bar-le-Duc, qui est un département absolument suprême aussi, puisque... Tous les départements français sont magnifiques en matière ceux dans lesquels je vais sont particulièrement... C'est pas les plus intéressants. Bon, la Sarthe vous plaît d'un point de vue architectural, d'un point de vue patrimonial? La Sarthe est une très très belle découverte. Très belle découverte. Où je n'imaginais pas qu'il y avait autant de richesses préservées. J'arrive d'un département où le Perche, où j'ai beaucoup travaillé, a été totalement dévasté pendant les guerres de 100 ans. La deuxième partie, la dernière partie, autour des années 1412 et 1449, 1450, tout a été à peu près rasé. Là, on arrive dans un département extrêmement préservé où des peintures murales sont extrêmement possibles dans des bâtiments manoriaux qu'il est totalement impensable de trouver dans le Perche. Bon, ce qui est intéressant ici aussi, bien sûr, c'est le petit patrimoine. L'architecte des bâtiments de France est intéressé par le petit patrimoine? L'architecte des bâtiments de France est intéressé par tout ce qui fait patrimoine. Et le petit patrimoine, c'est une notion affective, c'est pas péjoratif. Absolument, nous sommes bien d'accord. Le petit patrimoine, c'est ce qui constitue finalement la structure même de tout ce qui constitue le patrimoine, en général. Alors, on connaît le rôle... comment dire, régulateur en quelque sorte, pour être gentil, du service départemental. Quelles sont les fonctions du service départemental d'architecture? C'est d'abord une fonction de connaissance, d'emmagasiner du savoir, puis de le communiquer. Alors de le communiquer sous différentes formes, soit sous la forme d'avis réglementaires, ce qui n'est pas la forme la plus plaisante, mais c'est une forme qui existe et qui est statutaire. Et puis il y a la forme de l'accompagnement des projets, de la réception des gens, du travail auprès des particuliers. Ça, c'est la partie la plus agréable. C'est évidemment la partie la plus agréable. Ce n'est pas forcément la plus facile parce que avoir une idée du patrimoine, c'est une chose. Savoir la disséquer et la faire passer et faire comprendre le message, c'est parfois pas forcément évident parce que les notions sont parfois un peu abstraites. Et puis, essayer de convaincre quelqu'un de ce que quelque chose est superbe parce qu'il est authentique alors qu'il est très dégradé et que l'autre ne voit dans ce que je lui montre que la dégradation de l'objet et non pas l'objet architectural lui-même, c'est parfois un peu complexe, c'est vrai. Sans parler de vos goûts personnels qui rentrent en ligne de compte aussi, j'imagine. Certainement pas. Non, parce que, je sais pas, par exemple, on parlait de la visitation et de l'évolution du projet. Donc la visitation, c'est au Mans, c'est à côté de la place de la République, c'est une église qui a été restaurée au cours de ces dernières années. Qui est en cours de restauration. Et puis le couvent, à côté, qui a été la prison aussi, enfin une partie. Qui est la prison, oui. Voilà. Vous me dites avoir évolué dans votre manière d'aborder le dossier. Ah oui, mais c'est dans une question de connaissance, parce que l'architecte bâti en France ne peut pas se permettre d'avoir des goûts. Ce qui a un goût, c'est celui qui est le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui auprès de quel je rends un service. Il paye des impôts, c'est pas pour que je me substitue à son goût, c'est au contraire pour l'aider par une connaissance objective, mesurable, par un peu de savoir, disons, pour dire les choses un peu pompeusement. Est-ce qu'il y a des échanges avec vos collaborateurs justement autour de... Ça ne peut se faire que s'il y a échange, si nous partageons la même pratique, la même façon de voir le travail et le service au public. Et là, en l'occurrence, les échanges sont faits autour de la visitation, puisqu'on reste sur le sujet, avec Damien Castel, hein, c'est ça? Damien Castel, qui est historien du patrimoine et qui participe activement à la connaissance de l'édifice, et grâce auquel je viens de m'apercevoir que je m'étais trompé l'année dernière en affirmant qu'une peinture était du 18e, alors que c'est une peinture du 19e. Non pas que l'erreur soit simplement une question de date, mais c'est qu'en affectant cette peinture au 18e, je condamnais la niche sur laquelle elle était placée. C'est-à-dire que cette niche, en réalité, était une niche ouverte à l'origine, qui permettait aux religieuses, dont le chœur était situé derrière, d'aller recevoir la communion des mains du prêtre. Et ce qui explique pourquoi ce tableau fait pendant à d'autres niches, qui, elles, reçoivent un décor de grille en trompe-l'œil sur fond noir. C'est parce que tout simplement, les décors de grille en trompe-l'œil correspondent à des baies qui ne peuvent pas exister avec des grilles derrière, alors que les grilles de droite répondaient effectivement à une existence de grilles avec un rideau noir derrière, l'une pour recevoir la communion et l'autre pour être entendue en confession. Vous faites un métier formidable d'enquêteur, de chercheur. Tout s'explique et tout s'explique. Oui. Ce qui est important, c'est la question, c'est de ne pas la poser ne pas la mettre sous la table.
Lorsqu'on ne sait pas, il faut le dire. Pour être un peu plus large dans notre échange, la Sarthe a un beau patrimoine, je le disais, 400 protections au titre des monuments historiques. Oui, c'est à la fois un avantage et des contraintes. Les contraintes, ce sont celles qui découlent du Code de l'urbanisme, du Code du patrimoine, c'est-à-dire en termes de demande d'autorisation. La demande d'autorisation est une contrainte obligatoire. Dans tout ce que nous faisons dans nos actes, nous sommes obligés de demander l'autorisation à l'autre, ne serait-ce que pour faire des choses qui relèvent de la vie privée. Donc ça, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est intéressant, ce sont les avantages que ça apporte. C'est les avantages que ça apporte, parce que l'architecte des bâtiments de France, lorsqu'il contribue au travail sur le projet, apporte un regard, une compétence et finalement un aménagement du bourg au service du territoire et non pas contre le territoire. Actuellement, il y a un dossier qui, j'allais dire, fait un petit peu polémique, enfin gentiment, sur la place du jet d'eau, au pied de la cathédrale. On a redécouvert en quelque sorte la muraille au-dessus du café du même nom. C'est une grande surprise. Voilà, une grande surprise, oui. Oui, parce que finalement, j'étais absolument persuadé que de cette muraille, on aurait que des vestiges infimes, puisqu'elle semblait avoir été copieusement bûchée, bouchardée et finalement ayant perdu pratiquement tout intérêt. Et qu'est-ce qui fait polémique? C'est le fait de mettre un balcon devant la muraille? Ce qui constitue la pose du balcon devant la muraille. Un balcon qui, moi, ne me pose pas plus de problèmes que ça. La cathédrale est en chantier permanent depuis longtemps, j'imagine. Elle le sera encore longtemps? Elle va l'être encore un peu longtemps, parce qu'il y a de très beaux projets qui se mettent en place. Il y a notamment celui du dégagement des terres autour du chevet de la cathédrale. Nous parlions de chevet tout à l'heure. Voilà un beau sujet de conversation, puisque le chevet de la cathédrale a fait l'objet d'un remparement, c'est-à-dire qu'en réalité les murailles médiévales qui avaient été construites au XIVe siècle pour protéger l'extension de la cathédrale avaient fait l'objet, probablement en 1589, au moment où Urbain de Laval-Bois-Dauphin, gouverneur du Mans pour le compte de la Ligue, a pris la ville et a fait fortifier la ville, à grands frais d'ailleurs. Et il a fait certainement remparer, c'est-à-dire qu'il a fait ajouter de la terre pour pouvoir poser des canons par-dessus. Or, cette terre, pour aller poser les canons, il a dû utiliser une partie en tant que vestige du jubilé du cardinal de Luxembourg, qui avait été détruit quelques années au préalable et qui restait encore comme un vestige sanguignolant dans le cœur de la cathédrale. Donc, conséquence? Tout est probablement tout est là sous la terre. Donc il faut aller le chercher. Et on va aller le chercher. Bon, super. Deux mots, vraiment seulement 2 mots sur la restauration de la maison des Deux Amis. Très belle restauration, très belle restauration, qui témoigne d'un souci des propriétaires de participer vraiment à une réflexion sur le patrimoine et de s'investir financièrement sur une opération qui est relativement lourde, puisqu'on a restitué quand même une partie des dispositions médiévales en rétablissant les larmiers du couronnement supérieur. Et puis la restauration du blason aura permis de comprendre probablement quelle était la vocation de ce commerce à l'origine, puisque sur le blason apparaissent des pots, 3 pots, donc probablement un tanneur. Et nous sommes pas très loin du quartier des tanneurs. Bon, si vous voulez savoir l'origine de ce qui se passe dans votre maison, si elle est ancienne, etc., voilà, vous adressez à Nicolas Gauthier ou à un de ses collaborateurs. Bien évidemment, j'ai un adjoint excellent qui s'appelle Antoine Paoletti, mais il n'y a pas que lui qui est excellent dans le service, ils le sont tous. Évidemment. Merci d'être venu nous parler de votre métier, de votre fonction. On va retrouver Bernard. Heureux de retrouver Bernard comme tous les mois. Alors aujourd'hui, Bernard les bons tuyaux, on va parler de briques. Il y a des tas de sortes de briques différentes, il faut savoir bien les choisir. Il y en a que vous n'aimez pas, c'est les modernes. Hein. Non, ça c'est comme le ciment, ça fait partie, c'est tout ça, c'est pareil. Ouais, c'est moche. Oui. Bon, d'accord. Donc comment bien les choisir? Qu'est-ce qu'il faut prendre? La couleur d'abord. La couleur donc, correspond à la couleur du pays. Là, il faut la prendre la plus près possible de chez soi, déjà, d'une part. Avoir des couleurs qui soient chatoyantes, des briques plutôt lisses d'aspect, mais à lisse qui ne soit pas brillant, mais voilà, plutôt dans les mats, des angles pas trop vifs. Bon, la terre, le choix de la terre de la brique, s'il est de la région, c'est bon? Oui, parce qu'elle va donner les couleurs de la région. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix?
Notamment les briques industrielles où on amène de l'anthracite dedans pour donner des petits points noirs et des reliefs dans la brique. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, pour faire une déco encore dans une maison du 20e, je veux bien, ou 21e. Mais, oui. mais voilà. On m'a dit qu'il y avait une pierre qui était particulièrement intéressante, c'est le lancis. C'est quoi le lancis? Alors le lancis, c'est pas une pierre, c'est une brique. Et donc le lancis est arrivé vers le 19e, 20e, qui sont des briques aux normes du pied, c'est assez bizarre, si on peut dire ça comme ça, et qu'on trouve très souvent dans les bâtiments de ferme, notamment sartois. Et on les refait? On peut, oui, j'ai fait avec une entreprise, j'aurais demandé... On peut citer, c'est Auréry, tout le monde connaît. Oui, voilà, Auréry, de toute façon, il y a plusieurs entreprises. Donc, bon, d'accord. Pour terminer, comme d'habitude, un bon tuyau autour de la brique? Eh bien, le bon tuyau, c'est, je vais me répéter un peu de ce que je fais souvent. Comme pour la pierre, la brique, ça a besoin de respirer, comme nous. Donc, d'où la nécessité de la poser absolument à la chaux. Absolument, vous avez entendu? Bernard vous l'a dit. Merci pour le bon tuyau. Mais je vous en prie. À dans un mois. Et c'est ainsi que se termine la petite fabrique consacrée au patrimoine au quotidien. On va parler des maires maintenant pour la bibliographie. Et oui, parce que enfin sort notre nouvel album des maires et des mairies, un très très bel ouvrage de référence exhaustif où l'ensemble des mairies passe au fil de ce livre, très bien illustré. Vous avez une image de chaque mairie, une image de l'ensemble de la commune. De chaque maire. De chaque maire. L'ensemble des chiffres clés de la commune sont passés en revue. Et le nombre d'habitants, les communautés de communes, les cantons, qui sont vos élus, que pouvez-vous leur demander, à quel numéro. Tout ça est dans ce très bel ouvrage. À voir absolument. Et alors, l'autre ouvrage est plutôt plat. Pas vraiment un ouvrage, voilà un très beau projet d'affiche qui passe en vue toutes les mairies avec leurs évolutions architecturales. Et on a sorti une autre affiche exhaustive également sur les portraits des maires de la Sarthe. Bon, ça, évidemment, c'est collector. Donc, si en plus vous le faites signer par Étienne Perrichard, alors là... Ou Pascal, bien sûr. Je vous dis pas. Rendez-vous dans un mois. Rendez-vous dans un mois.